Le monde s'était envahi par le mal et le dieu démon réincarné a détruit presque toute l'humanité. Le dernier humain a tué tous les dragons et créatures mythiques, serviteurs du dieu démon. Et dans la dernière bataille, enfin, le dernier humain affronte le dieu démon lui-même. Ils se battent au sommet de la montagne divine qui est presque fendue en deux par l'impact du combat entre les deux. Et le dieu démon parle. Il dit quoi? Tu es le dernier humain, si faible. Et l'épée du dieu démon est recouverte de Kachu qui est sortie des plaies qu'il a infligées au dernier humain. Et donc le dieu démon lance son dernière attaque sur le dernier humain et il dit qu'avec cette attaque, la victoire est à moi. Oui, et il semble bien que la victoire est à lui, n'est-ce pas? Parce que ce gars s'est fait transpercer par une épée gigantesque et l'épée du protagoniste, qui était une épée légendaire, a aussi été brisée par ce coup et le dernier humain commence à cracher beaucoup de ketchup de sa bouche car ce coup était vraiment décisif. Je ne sais pas comment il arrive à respirer car son corps a été transpercé par une épée mythique et elle était bien large d'ailleurs. Ainsi, il est certain que le monde est arrivé à sa fin et cela fait déjà 1 an que l'humanité a perdu la guerre contre les monstres. La grande majorité des humains a été complètement massacrée et les quelques survivants ont vu leur capacité mentale détruite. Ainsi, ils ont été utilisés pour donner naissance à de nouveaux monstres. Et le protagoniste dit qu'après cela, il a survécu seul pendant déjà 1 an, car il se considère encore résistant et continue son combat solitaire. Mais c'était seulement jusqu'à maintenant, lorsqu'il a affronté face à face le dieu démon, et notre protagoniste a été complètement vaincu par ce dieu maléfique, et ce dieu avec beaucoup de suffisance s'approche avec un air de supériorité près de notre protagoniste. Et le protagoniste se met à penser que c'est le dieu démon Tartare, le monarque de tous les démons, et le Lord Tartare arrive tout souriant près de notre protagoniste et lui dit « Tu sembles souffrir, laisse-moi t'aider pour cela », et ainsi il utilise un sort sur le protagoniste, et le dieu démon lui dit « Là, j'ai ralenti le temps pour toi, et avec cela, nous pouvons commencer notre conversation pour encore un moment, parce que sans cette magie, tu ne durerais même pas 10 secondes. » Et Tartare lui parle. Le mec, enfin, je me souviens de ton nom, Rajim, et beaucoup t'appelant par ton surnom, Zephi, mais tu as combattu bravement pendant 1 an seul, alors je vais te faire l'honneur de t'appeler par ton vrai nom, guerrier Rajim, et c'est seulement parce que tu es le premier humain à m'avoir autant dérangé pendant tout ce temps. Ta ténacité est vraiment incroyable, et pour cela, je t'aime. Beaucoup de gens croient que mener une bataille perdue est totalement stupide, mais tu as prouvé le contraire, car ceux qui cessent de se battre quand ils sont effrayés par le pouvoir de leur adversaire ne sont pas sages, ils sont une bande de faibles, et je déteste les faibles. Et Dieu démon, qui ne quitte pas son sourire sournois, dit que lorsqu'il voit des faibles, surtout sans persévérance, cela l'énerve beaucoup au-delà de la limite. Mais bien sûr que tu comprends cela, puisque toi, Rajim, tu es arrivé au sommet du monde humain. Comme l'humain le plus fort. Alors, c'est pour ça que je vais te faire une proposition. Travaille pour moi, nous irons au-delà de ce monde petit, vers l'avenir, vers d'autres mondes, et nous pourrons même aller du côté des dieux, et après cela, nous conquérons tous les autres mondes. Et avec mes pouvoirs et les tiens, nous pouvons tout réaliser. Et ainsi, nous continuons. Le dieu démon Tartare tend la main vers le prodigue, qui est vaincu, avec une immense blessure au torse, très proche de la mort. Et Jamie relève enfin la tête et regarde Fran, tout amoché, et dit « Ah, c'est vrai, tu m'acceptes vraiment ?» Et le dieu démon Tartare lui dit « bien sûr que je t'accepte, il te suffit de prendre ma main, et tu seras mon serviteur. » Et ainsi, Jamie, avec le Kekchubi sortant de tous les coins de sa tête, s'approche de Fran. Et ainsi, Jaime, avec le Kekchubi sortant de tous les coins de sa tête, s'approche. Et le dieu démon, très stylé, reste là, tranquillement. Et le prota, à bout de force, sans sa vie de quitter, même en tendant, tremblant, sa main vers ce dieu, ce qui est tout à fait normal. Avec le reste de sa force, il tient la main du dieu Tartare et dit à ce dieu, si je fais ça, mon corps explosera avec des pouvoirs bien au-delà de notre royaume. Alors, ô dieu démon Tartare, c'est ma réponse, va au diable, espèce de fils de fruit. Et il montre son majeur à ce dieu. Il dit ensuite « rituel de sacrifice » et tout le corps de Rajim commence à briller. Le dieu Tartare se rend compte que quelque chose ne va pas et le corps de Rajim brille encore plus d'une lumière si intense qu'elle ressemble à une supernova. Rituel de sacrifice et il se produit une explosion bien plus puissante que des bombes atomiques, une explosion stellaire. Pourtant, au milieu de toute cette chaleur et ces flammes, on peut encore voir la silhouette du dieu Tartare, les yeux écarquillés par la force de l'explosion. Il regarde sa main, floue pour que nous ne puissions pas bien voir, mais maintenant il est manchot, sa main tombe et il est là, un dieu manchot, complètement incrédule face à ce qui s'est passé, réfléchissant « Oh mon Dieu ». Il commence à serrer les dents en disant « Je vais tuer ce fils de fruit », sauf que le fils de fruit est déjà mort, mais il a arraché son bras, c'est sûr. Et le dieu regarde, ne voyant qu'un morceau de charbon de ce qui reste du corps de Rajim, et il commence à hurler, rempli de haine « Ah, maudit Rajim, comment oses-tu me démoraliser ainsi? C'est une humiliation totale si je... suis un misérable humain. » Et le dieu démon Tartare, furieux, donne un coup dans les restes de Rajim comme une demande, avec la main qui reste. Car l'autre main a été arrachée. La main du gars lui a été retirée, et avec ce coup, le corps de Rajim, déjà transformé en charbon, se disperse sur le sol, et c'en est la fin de l'humanité. Car le dernier humain, le plus courageux de tous, a finalement été vaincu par ce dieu démon. Ainsi, la bataille de Rajim prend fin. Oui, il n'a pas pu venger la mort des personnes qu'il aimait, et il n'a pas non plus pu sauver l'humanité comme il le souhaitait. Il est tombé là, un morceau avec la main du prota, et Rajim sait que tout est simplement terminé. Du moins, c'est ce qu'il semblait, non? Mais Proto se réveille et dit « Hein, quoi? Ma main va bien? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? » Et le brave est là, allongé par terre, regardant son corps et dit « Comment ça, j'étais mort? Je suis mort, je suis mort, je ne suis pas mort. Alors, je ne comprends rien. Hein, suis-je mort ou non? Pas compris. J'ai été transpercé, j'ai explosé dans le sacrifice. Je suis mort, hein? C'est impossible, d'accord. Ajiv, allez, assieds-toi, mets ta main sur tes blessures. Tu n'as plus aucune blessure sur ton corps. »
Je suis totalement guéri. C'est bizarre. Il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Toutes mes blessures ont été guéries. Elles étaient impossibles à guérir. Même mon armure. Elle a été reconstruite. Quelle chose étrange. Et ainsi, il regarde devant lui et dit, qu'est-ce que c'est? Quel est cet endroit? Où suis-je? Et Rajiv est dans une grande salle, pleine de lumière tamisée descendant, et d'énormes statues se trouvent dans cette grande salle, et il commence à les analyser, une par une, avec une fleur dans une main et une lampe dans l'autre. Et il se rend compte que ce sont des statues des dieux, et il se met à penser, hein? Suis-je dans un temple? Un tel temple existait-il? Je n'ai jamais vu un tel temple. Et puis, il regarde autour de lui. Après avoir analysé toutes les statues, il arrive à une conclusion. Bien sûr qu'il est au passage de vie. Ici doit être le monde souterrain. Et quelqu'un lui dit, bien sûr que non, ce n'est pas le monde souterrain, ce n'est pas l'enfer. En fait, ici, c'est l'étage le plus bas du panthéon où résident tous les dieux. Après ça, il regarde l'endroit. Il écarquille les yeux, car il n'arrive pas à invoquer son épée. Il essaie à plusieurs reprises d'invoquer son épée, mais elle n'apparaît pas. Et l'ange oreille d'Aïl lui parle. Calme-toi, il n'y a rien ici pour te surprendre. Pas besoin d'avoir peur. Je suis la représentante qui diffuse la parole des dieux. Je suis un ange de haut niveau. Mercedes, mais on l'appellera Zoe de l'aile, et l'ange parle à Prota. Alors tu sais, hein, tu es déjà mort, n'est-ce pas? Normalement, tu serais envoyé directement de Zoé vers le monde souterrain. Cependant, grâce à la demande insistante des trois grands dieux, nous avons décidé de t'envoyer dans le passé. Et Prota, très stylé, reste tout confus car il ne comprend pas pourquoi. Et alors, le courageux Rajin regarde dans les yeux de Zoé de l'aile et lui dit, alors, quel est le sens de tout ça? Et elle, toute délicate, lui dit qu'elle va le renvoyer dans le passé avec ses souvenirs intacts. Et Prota répond, tout cela est pour lui donner une chance de changer l'avenir. Et elle dit, en plus de tes souvenirs, tu garderas ta force physique, ton pouvoir magique et toutes les capacités que tu as obtenues jusqu'à présent. Et il est là, écoutant toutes ces histoires. Et l'oreille d'elle lui dit, comme tu es l'humain le plus fort et que tu as atteint le sommet de tout, tu reviendras sûrement ici bientôt. Et le brave, très sceptique, semble ne pas croire ce que Zoé de l'aile dit. Et Rajin est très intelligent. Et il reste comme ça. Il se demande s'il rêve, car il n'a jamais entendu dire que Tartare a une capacité d'hallucination. Et Rajin est sûr d'être mort. Pourtant, il pense qu'il est tombé dans une illusion. Et pire encore, c'est Tartare qui a créé cette illusion. Après cela, il baisse la tête et commence à dire « Ô bel ange, pourquoi me donnez-vous une seconde chance ?» Et elle, voyant qu'il est très méfiant, lui dit « Alors, on dirait que tu ne nous crois pas. Je comprends vraiment ce qui se passe. Si tu veux, je peux t'aider à tout comprendre. » Et Rajin, levant ses mains, dit que non, qu'elle n'a pas besoin de montrer, qu'il la croit plus ou moins, hein, et il dit qu'il n'est pas dupe. Alors, en regardant les oreilles d'Asa, il lui demande directement « Que devrais-je faire? Pourquoi ne suis-je pas dupe? Pourquoi me donnes-tu une chance gratuitement comme ça? Je sais que rien n'est gratuit. Et bien sûr, tu veux quelque chose en retour de cette chance que tu m'offres. Je sais ce qui s'est passé. Quand les gens ont commencé à prier et supplier les dieux, ils ont coupé toutes les communications et n'ont répondu à aucune demande. Ils n'ont même pas entendu nos prières ni nos sacrifices. Et le pire, les dieux répondent. Ils ont retiré les pouvoirs du clergé qui empruntèrent leur pouvoir. Ce faisant, ils ont éliminé toute capacité de guérison. Et c'est ce qui s'est passé. Cela a entraîné la rapide défaite de l'armée humaine, car il n'y avait pas de guérisseurs. Et le régime pense que lorsque les dieux ont vu qu'il n'y avait rien à gagner dans ce monde, ils l'ont pratiquement abandonné, retirant tout leur pouvoir de ce monde et laissant le AMC du dieu démon Tartu. Alors il sait que ces êtres qui se disent dieux, qui sont si calculateurs, ne donnent pas une autre chance comme ça, gratuitement, et Célie se demande ce que les dieux attendent de lui. Et Mercedes, les oreilles d'Asa, dit qu'elle comprend sa réponse et elle s'assurera de partager avec lui ce que les dieux pensent maintenant. Alors elle ferme les yeux et communique avec lui. Peu après, elle ouvre ses yeux et lui, utilisant son corps, répond au Prota. Montre-nous un peu plus de divertissement. Et le Prota est furieux car il a très bien compris ce que veulent les dieux. Ensuite, avec beaucoup de colère, il leur répond « Quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Les oreilles d'Asa disent que les dieux le surveillent depuis longtemps. Cependant, ils étaient très déçus du résultat. Elle dit qu'il est un humain très rare, car en plus d'être très tenace, il a combattu courageusement jusqu'à la fin. Cela même face à la fin du monde. Et l'ange continue. Elle dit que les dieux l'observèrent depuis longtemps et que, pendant les 5 dernières années, alors qu'il affrontait les grandes armées de la race démoniaque, ça valait vraiment le coup d'œil. Et le Prota aussi. Il est très peu, car les dieux le traînent comme une marionnette. Et l'ange est très détendu et dit que plusieurs dieux ont été très attristés de voir son monde se terminer si rapidement. Et elle demande au Prota, te souviens-tu comment ton monde a fini aussi vite? Et l'ange dit au Prota que la chance était toujours de son côté pendant sa progression. Et elle dit que la raison pour laquelle les dieux ont décidé de te donner une autre chance, malgré les réflexions qui ont suivi, c'était parce que, et le Prota, très heureux. Très énervé par le mépris des dieux, il libère un jet d'énergie qui manque de peu de lui arracher une oreille. Mais le mur derrière n'a pas eu autant de chance, il a été complètement pulvérisé par la puissance du Prota. Et Jimmy commence à ricaner, traitant ses dieux de petits enfants. Elle demande si ce qu'il a fait là était entier. Et est-ce que cela les amusait? Il se souvient de son amante, des moments passés avec elle et de tous ses amis, et qu'ils sont tous tombés sur le champ de bataille. Cela le rend très en colère, car la raison pour laquelle ils ont donné leur vie, c'était tout pour le divertissement. Pour les dieux, c'était juste du divertissement, mais pour nous, c'était nos vies, nos amours, tout ce que nous avions. Et le héros, en criant et plein de rage, demande aux dieux si ça valait vraiment le coup de voir le massacre de la race humaine. Était-ce un bon divertissement pour lui? Et Rajim, plein de rage, il serre le poing et commence à canaliser sa colère, en criant aux dieux, vous croyez que j'ai combattu tout ce temps juste pour vous amuser? Vous pensez que moi et les autres humains sommes juste un amusement pour vous? Et ainsi le Prota canalise une puissance plus forte dans sa main. Cependant, les oreilles d'Asa, qui n'ont pas perdu leur beauté, lèvent la main et jettent un sort en direction du Prota, et un portail s'ouvre au-dessus de la tête du Prota, et un pied gigantesque descend avec force sur lui. Le Prota, qui avait déjà préparé sa magie à lancer à cause de ce pied écrasant, doit arrêter sa conjuration car ce pied exerce une telle force sur lui que ses pieds commencent à s'enfoncer dans le sol. Ce pied géant écrase le sol à un point tel qu'il descend.
pour tout détruire autour. Après cela, les dorés ailés tendent la main et arrêtent ce pied immense. Et elle, marchant tranquillement vers le prota, lui dit « Humain faible, les dieux nous observent, alors comporte-toi correctement. » Et le prota a vraiment ressenti ce coup. Il est là, sous ce pied gigantesque, supportant tout ce poids, à tel point que ses bras ne peuvent plus tenir. Et elle, très amicale, s'approche de lui et dit « Oh, je pense que tu as mal compris quelque chose. Alors, laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses. La seule chose qui intéresse les dieux, c'est toi. Pour eux, l'humanité ne compte pas, mais toi, tu les intéresses. L'espèce humaine n'a aucune valeur pour eux. » Et les dorés ailés prennent délicatement le visage du prota, pendant qu'il fulmine de rage, se disant que les dieux semblent pires que les démons. Et cette ange malicieuse, très belle, dit au proto que la seule manière pour lui d'obtenir ce qu'il désire, c'est de prouver sa propre valeur. Et cela vaut autant pour vous, les humains, que pour les espèces similaires. N'avais-tu pas dit qu'il n'y avait rien de gratuit dans ce monde? Eh bien, votre existence n'est pas gratuite non plus. Vous devez prouver votre valeur. Et le prota, tout en sueur sous ce pied géant, continue à fixer l'ange d'un regard féroce. Et elle dit, en plus, claque des doigts, et ce pied géant disparaît. Et le prota s'effondre épuisé au sol. Et elle dit, oh, il y a un dieu qui insiste pour que tu reviennes pour une autre raison. Et le prota, il sait bien. Là, par terre, complètement épuisé, cherchant à comprendre quelle est cette raison et qui est ce dieu et ce qu'il veut. Et la scène change pour le ciel, où beaucoup de choses se cassent. Et Tartare, le dieu démon, est aussi un dieu comme les autres dieux. Et il ne vit pas en enfer, mais dans le ciel, avec plusieurs autres dieux. Et il est là, agité, demandant jusqu'à quand il va devoir attendre, car il veut parler au manager, maintenant. Pendant ce temps, les anges sont effrayés par ce dieu, et un des anges lui dit que sa demande est déjà en cours de traitement. Et Tartare, plein de colère contre le proto, ordonne à cet ange de se taire et de faire ce qu'il a à faire, car il est un dieu démon qui a conquis 10 mondes. Et dans ce monde maintenant, il a été atteint par un simple humain, et plein de colère, augmentant ses flammes, il dit que c'est impossible qu'un humain ait pu le toucher comme ça, et encore moins un dieu. Blessé. Alors Tartare, le dieu démon, tranché de colère, dit à l'ange de se dépêcher et de faire en sorte que cela n'ait jamais eu lieu. Et le régime est là, observant ce dieu copier. Et elle explique que le dieu Tartare est un guerrier qui n'a jamais perdu une bataille, et pire encore, qu'il n'a jamais été touché une seule fois. Après cela, Jim regarde l'ange, et elle continue son explication. Elle dit que la statistique invulnérable de Tartare a été brisée grâce à toi, et ainsi, elle demande au proto. Alors, t'as compris maintenant le dommage que tu as causé à son orgueil? Et le prota reste là, pensant, pourquoi? Juste pour ça? Juste parce qu'il a été touché une fois? Ce dieu maudit, avec des yeux d'ange, marche vers le prota et lui dit que le dieu Tartare souhaite une autre bataille. Et dans cette bataille, il prévoit une victoire complète. Et elle, regardant le prota, avec un grand sourire, demande au prota, alors qu'est-ce que t'en penses? Jim, le prota répond, très en colère. Et il commence à rire, car il a déjà un plan en tête, et ainsi il lève son poing et dit à l'ange, la réponse n'est-elle pas évidente? Bien sûr que je veux une autre chance. Si ce dieu maudit veut vraiment mourir, alors cette fois je vais m'en assurer. Je vais le frapper jusqu'à le tuer. Et ainsi une lumière enveloppe tout cet environnement, et l'ange commence à formuler un sort de haut niveau. Et elle dit qu'elle va commencer le transfert. Cependant, elle ne sait pas quand il arrivera, mais elle est certaine qu'il aura suffisamment de temps pour récupérer ses forces. Oh Anja, je n'ai pas compris. Tu n'as pas dit qu'il reviendrait avec toutes ses forces et avec son corps. Comment va-t-il se rétablir alors? Il a perdu? Seul Anja débat. Ça doit être ça. Et Anja dit qu'il a reçu des cadeaux de plusieurs dieux sous forme de privilèges, et qu'il les verra dès qu'il reviendra. Et Rajimel Brabo est là, pensant, même si c'est une opportunité de ces dieux maudits, une opportunité est une opportunité. Et il jure qu'il va saisir cette chance et accomplir sa vengeance contre le dieu démon Tartare et contre tous les dieux qui nous voyaient comme des insectes. Ainsi, les coordonnées furent générées et une lumière intense enveloppe le corps d'Anja en personne. Et ainsi, le transfert dimensionnel est terminé. Isoria de Assa, qui est sacrément malin, sourit au prota et dit « Je te souhaite bonne chance, Rajimel. J'attends que tu nous divertisses. » Et ainsi, le maudit Anja dit au revoir au prota, tandis qu'il disparaît dans cette immense magie. La scène change et le prota commence à ouvrir les yeux. Il voit 2 personnes devant lui qui parlent entre elles. « Frère, frère, il ne respire pas. Je crois que tu l'as tué, hein? » Et le prota commence à reprendre conscience. Pendant ce temps, Anja. Qui sont ces gars-là? Je ne m'en souviens pas, ça fait si longtemps. Et il regarde les 2 autres et se demande la même chose. Qui sont-ils? Mais Rajimel est sûr de les avoir déjà vus quelque part, il ne se souvient juste pas où. Et c'est là qu'il voit ce stigmate tatoué au sol. Et c'est là que le prota commence à sourire. Il dit qu'il s'en souvient et rit beaucoup, et les autres disent « Ah frère, ce maudit que t'as frappé, il sourit maintenant, regarde ça. » Rajimel pense qu'il a dû retourner dans le temps, 10 ou 20 ans en arrière, quand il était encore un esclave du temps. Soudain, un autre mineur, une bougie à la main, leur crie « Hey, qu'est-ce qui se passe ici? » Et le blond répond à son capitaine « Rien du tout, capitaine. » Alors le capitaine dit « Eh bien, si ce n'est rien, retourne travailler maintenant, sinon le fouet va chanter. » Et le blond acquiesce et dit « Oui, monsieur, nous y allons. » Et ainsi, il regarde le prota et dit « Toi, maudit, si tu m'énerves encore, je vais te tuer. » Je te jure que je te tue. Et bien sûr, il dit ça tout bas pour que le capitaine n'entende pas, et le Brabo, toujours souriant, dit « Oh, qu'est-ce que tu dis? » Et en entendant ça, le blond commence à revenir se disputer avec le prota, mais son frère l'en empêche et le tire loin. « Frère, allons-y. Ricardo Rajim Cartoni sait que ce n'est pas nécessaire. » Le nom du prota est en hommage à l'abonné de la chaîne, Ricardo Rajim Cartoni, le Brabo. Après ça, ce garçon qui était tombé s'assoit, ressentant beaucoup de douleur, et le prota l'observe. Et le garçon dit « Monsieur, je vous remercie, d'accord, de m'avoir protégé. » Merci beaucoup. Et bien sûr, le Brabo ne sait pas qui est ce garçon, et il a un énorme point d'interrogation sur le visage. Le prota a un objectif immense, car il sait qu'il est revenu 10 ans dans le temps, donc avec tant d'années passées, il ne se souvient pas des détails. Le petit garçon à terre essaie de lui parler, mais le prota continue de marcher, perdu dans ses pensées, car il sait que ce sera difficile de s'habituer à ça. Pendant ce temps, le garçon essaie encore de lui parler, mais le prota passe devant, et en avançant un peu plus, il se souvient « Oh,
Il a des privilèges, alors voyons ce que c'est. Et là, il se souvient d'oreille de Assa lui disant qu'il suffit de dire le mot débloquer privilège pour avoir accès à tous les privilèges. Ainsi, il regarde derrière et le méchant gamin est parti maintenant qu'il est enfin seul. Donc, pour ne pas se ridiculiser devant tout le monde, il dit discrètement en débloquant des privilèges. Et aussitôt, une lumière dorée, ouverte, claire, que je ne sais pas ce que c'est ça, commence à envelopper son corps. Et il dit, hein, attends, qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Non, c'est sûrement de la folie. Ils n'ont pas fait ça. Et le prota esquisse un petit sourire à la fin. Et il commence à transpirer beaucoup. Les dieux me filent vraiment ça comme ça, gratuitement. La scène change. On voit de nombreux mineurs admiratifs se demandant « Wow, ce gars est super rapide. Était-il déjà un bon travailleur avant? Ou était-il mineur avant de venir ici? Car le novice est là depuis peu. Ils sont là, en train de regarder le novice travailler. C'est quoi ça? » Il faut discuter. Tandis qu'un travail, 4 regardent pour vérifier s'il fait bien. Eh bien, à la mairie de ta ville, ce n'est pas comme ça. Pendant qu'un gars creuse un trou, un tient la garde sur lui, un autre veille sur celui qui tient la garde. Il y a un chef qui tue le temps, le chef du chef qui est au loin sur son téléphone et le chef du chef qui n'est même pas là. En quelques heures, Prota, qui est très rapide, parvient à remplir plusieurs sacs de minerais et les autres, qui l'observaient depuis 1 heure, se lamentent. Ils voulaient que ce nouveau soit à leur place. Et le paresseux au bandana est très contrarié, car maintenant, il va devoir travailler. Car ce gars bosse dur et on ne peut pas être à la traîne. En travaillant autant, il va faire monter la barre. Et Prota va être contrarié. Prota est très content et se demande si tout cela est bien réel. Il ne croit toujours pas qu'il a eu une autre chance et qu'il a progressé en si peu de temps. Là, tu me demandes, Eti, je veux savoir sur les privilèges. Sur quoi, les privilèges? Hein? Privilèges ou privilèges? Oh, ce n'est pas un cours de portugais ici, ok? Mais ce sont des privilèges. Et après que Prota ait dit ça, les informations sur tous les privilèges sont allées directement dans sa tête. Et tout d'un coup, c'était tellement d'informations. Cependant, le mal de tête ne le dérangeait même pas, car il se demande ce qui lui a été donné. Et Brabo, regardant devant lui, voit de nombreuses compétences de haut niveau et de nombreux objets. Et en plus, même des talents ont été implémentés avec des compétences réelles. Et Jim est plus que surpris et trouve tout cela très fou. Il se demande si les dieux peuvent offrir ces choses ainsi, car il sait que les dieux sont toujours un tas de censored et qu'il est là, plongé dans ses pensées, rêvassant beaucoup quand soudain le capitaine arrive et dit « Hey toi là, regarde par ici » et Prota ne s'en soucie pas, même avec le capitaine qui crie, et ce petit bonhomme court vers lui, et enfoiré, je t'ai dit de retourner travailler. Et il arrive déjà en criant après notre Prota et dit « Hey, t'es paresseux juste parce que c'est ton premier jour » et c'est seulement à son approche que Prota sort de sa rêverie et réalise que le capitaine de l'équipe minière s'approche, et ainsi, le capitaine approche, sort son fouet et dit « Espèce de fils de fruit, tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Regarde ici, misérable, et je vais te donner une leçon pour que tu m'écoutes la prochaine fois. » Et ainsi, il s'avance vers Prota pour lui donner un coup de fouet, et ce fouet, à grande vitesse, s'approche de Prota. Cependant, Prota attrape ce coup de fouet avec beaucoup de facilité, et le capitaine des mineurs est très surpris par cela. Il se demande « Wow, qui est ce gars? Il a attrapé un fouet avec ses propres mains. N'importe qui d'autre aurait eu la main cassée sur le coup. Quel gars étrange. » Et Prota, très humblement, lui dit « Désolé, chef, voici votre fouet, ok? Je n'ai rien fait avec, je retourne travailler, au revoir, chef. » Pendant ce temps, le capitaine est tellement étonné par la force de Prota qu'il ne peut même pas répondre, et Prota reste comme ça. Et Prota continue comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, le capitaine est totalement choqué, car c'est impossible, ce gars ne doit pas être humain. Et Rajinho, le brave, regarde ses mains et se demande. Dans des situations étranges, le fouet du capitaine semble se déplacer au ralenti, donc c'est sûrement grâce à toute mon expérience de combat, au moins mon corps se souvient des batailles. Et le brave regarde ses mains, très surpris de ne pas avoir une seule égratignure, tout cela grâce à sa compétence et sa volonté de faire qui s'intensifie. Une sorte de pouvoir défensif, il ignore complètement tout dégât inférieur à sa défense et te permet de ne pas te fatiguer facilement. Ce privilège est plus qu'un hack, vraiment cheaté, le brave minait comme un fou. Cependant, ne serait-il pas un peu fatigué? Et Rajim est persuadé qu'avec ce privilège, il pourrait travailler toute la journée sans se fatiguer. Et Rajim, toujours en train de miner, réfléchit que les conditions pour utiliser cette compétence sont très précises. Mais c'est une excellente compétence qui lui a été donnée. Il doit juste savoir l'utiliser correctement. Et ainsi, le brave nous explique qu'il a reçu un total de 9 privilèges. Et il sait que s'il utilise sa connaissance de l'avenir, il pourra utiliser son privilège. Il récupérera rapidement ses forces et ainsi, le Prota fixe son premier objectif. Le brave mine seul plusieurs sacs de minerais car pour son premier objectif, il a besoin d'argent. L'esclave qui vérifie les sacs de minerais est impressionné et dit au Prota qu'il a fait un excellent travail. Plus tard, tout le monde est en formation devant l'église car ils sont des esclaves appartenant à l'église et leur chef demande si nous avons terminé de calculer. Le travail d'aujourd'hui, nous allons maintenant annoncer le classement des meilleurs et en premier, l'équipe EF. À ce moment-là, le petit gars à côté du Prota est presque fou de joie et dit quoi? Nous avons gagné et le Prota pense en lui-même, oh, c'est vrai, je ne savais même pas que ce garçon était dans mon équipe. Et en deuxième position, l'équipe B. Et à ce moment-là, les 3 qui frappèrent le Prota étaient de l'équipe B et tous les 3 sont très surpris et disent quoi? Comment ont-ils réussi à être premiers? Maintenant, je ne comprends plus rien. Pendant que le groupe du Prota et l'équipe F célèbre, le présentateur continue d'annoncer, oh, l'équipe H est arrivée 3e et en sautant tout le reste, l'équipe F est arrivée dernière et voilà. Tous les membres de l'équipe E sont très tristes car ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu et le capitaine des mineurs nous informe que selon son protocole minier, tous les fournitures, avantages, argent et tout le reste du groupe dernier sera partagé entre les 3 premiers du classement et le brave regarde autour de lui et voit que l'équipe E est en plein désarroi car aujourd'hui ils n'auront rien. Et ainsi, le capitaine annonce à tout le monde, nous allons commencer nos prières pour la grande déesse de la lumière, la déesse Aria, et tous les esclaves mineurs qui montent commencent à prier. Ô toute puissante déesse Aria,
Veuillez nous accorder le salut avec votre lumière éternelle. Et ainsi, il répète en cette prière pendant un long moment, et le prota qui connaît tous les dieux pense en lui-même, Dieu du salut, c'est un chêne, je sais très bien ce que ces dieux veulent, ils veulent juste que je prie. Le temple de la déesse Aria est la plus grande entreprise de près du continent, et le régime sait que la plupart des gens ici ont soit perdu leur maison à cause des monstres, soit étaient des aventuriers sauvés par le temple dans les hamacs. Les personnes qui ont été sauvées sont devenues esclaves pour rembourser leurs lourdes dettes médicales, et le brave sait que tant qu'il aura cette marque sur le corps, il n'est pas esclave. Il n'est pas libre de se déplacer où et comme il le veut, et cette marque sur sa peau le transforme en esclave de ce territoire, et quiconque en sort sans permission, son cœur s'arrête et il meurt immédiatement. Voilà pourquoi personne ne s'enfuit. Cette marque est pratiquement une collerette, et c'est une collerette très grande. Une collerette mortelle, et le régime pense qu'il doit payer au plus vite ses dettes médicales afin de récupérer sa liberté pour pouvoir poursuivre son plan. C'est comme ça que ça doit être. Et ils se souviennent de son aimé, comment il l'a vu mourir, sans pouvoir faire quoi que ce soit, car même en étant fort, il ne pouvait pas surpasser l'immense pouvoir de la divinité démoniaque qui l'affrontait. Et Prota se souvient du beau visage de son aimé, souriant et pleurant en disant adieu à lui, et on nous informe que son nom est Altair. Je n'ai jamais entendu un gamin avec ce nom, Altair. Bientôt je vais l'appeler Redai, Dejai, non, Altair. Dejai et Dejai disent la même chose, deux Elias gauche, allons changer ce nom. Elle ressemble à une Alana. Elle s'appellera Alana, pas Altair, Alana. Et le Brabo, toujours dans ce flashback, lève les mains et se met sur la poitrine, car perdre son aimé, c'est comme si on lui avait arraché le cœur, et Rajiv me jure que cette fois il protégera tout et tout le monde. Qu'il aime. Soudain, une sœur très sympathique apparaît et dit « si quelqu'un veut utiliser la boutique, il suffit de venir par ici. Hein? Maintenant, si vous avez besoin d'une consultation, c'est par là. Hein? Ceux qui veulent n'ont qu'à venir. » Et bien sûr, n'est-ce pas, tous les mineurs se dirigent vers le bar et pas pour consulter la sœur, car la sœur ne propose même pas ça. Alors, ça ne sert à rien d'y aller. Et là-bas, le prix de la bière. Un verre de bière coûte 80 pièces, 10 pièces valent 4,50 € et une pièce d'or vaut 100 pièces, soit 45 €. Et le Brabo reste là à regarder de loin, car tout est très cher. S'ils veulent manger, ils dépenseront pratiquement tout l'argent qu'ils ont gagné ce jour-là, juste dans ce bar. Soudain, ce petit garçon approche du prota et dit « Eh monsieur, je veux vous parler, ici, je voulais vous offrir un verre. » Et il se retourne et dit « Qu'est-ce que c'est de ça, gamin? Et Minus, tu as de l'argent? On dirait pas que t'en as. » Et le gamin, tout content, répond « Oui, j'en ai. Je viens de recevoir, mais bon, je ne peux pas acheter quelque chose de trop cher, mais j'ai un peu d'argent ici. » Et le garçon est très content en regardant les quelques pièces d'argent qu'il a obtenues grâce à l'aide du prota. Il dit « Monsieur, mais ne m'avez-vous pas protégé quand je me faisais taper par ces gars? Donc ça nous a fait gagner et je vous suis très reconnaissant. » Le garçon reste très pensif et explique au prota « Eh bien, notre groupe n'a que des gens faibles et normalement, nous finissons dernier. C'est donc la première fois que je gagne de l'argent parce qu'en dernière place, je n'en avais jamais eu. » Et en regardant ce pauvre garçon Fabio, maintenant Prota comprend pourquoi les gars des autres équipes le frappaient, car si certaines personnes d'un groupe se faisaient tabasser au point de ne pas pouvoir travailler, leur groupe ne pourrait pas miner beaucoup de fer, et s'ils continuaient à maltraiter, le monde finirait par s'améliorer. Et le Prota, tournant le dos, s'en va et dit « Tu te moques de moi? Tu crois que je suis un gamin aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? » Bien sûr que non, les adultes ont leur fierté. Prends ton argent et dépense-le pour toi. Et le régime pense que le mieux pour ce garçon est de rester loin de lui, car sûrement, s'il reste près de Prota, il aura des ennuis. Après ça, Prota se dirige vers ce bar très cher, et le serveur très sympathique lui dit « Salut l'ami, que puis-je faire pour toi? Et est-ce que tu as de l'eau de récupération par hasard? » Et le vendeur sur le champ s'arrête et dit « Hein, qu'est-ce que t'as dit? Quoique, je ne t'ai jamais vu avant, je dois détenir à nouveau la maison ici? Autre chose? » « Je sais ça, mec, mais le reste, je vais le payer avec un prêt. Tu me fais le prêt? » Le garçon et le vendeur sont très surpris et le brave continue « Et vendeur, tu as encore 1 million de prêts? Non? Alors, passe-le-moi, laisse-moi remplir. » Le petit arrive en se décomposant et dit « Monsieur, ne fais pas ça, monsieur, ne fais pas ça. Le taux Selic est très élevé, à un taux de 3000% par mois. Ne fais pas ça, monsieur, c'est pratiquement un suicide. » Et bien sûr, il y est allé et il a ignoré ça. Il a pris le contrat, a marqué son sang et l'a signé. Et le garçon dit « Monsieur, vous êtes vraiment devenu fou, monsieur. C'est très effrayant d'avoir une dette à long terme parce que les taux sont très élevés et pratiquement impossibles à rembourser et nous sommes des esclaves. Nous recevons juste une pièce d'or, c'est la moitié d'un paiement normal, juste les intérêts sont plus élevés que notre salaire, donc ça ne vaut pas la peine de prendre ce prêt. » Et le prota, très fâché, a déjà ouvert la 9e bouteille et dit « Gamin, qu'est-ce que tu fais? » « Tais-toi, je sais ce que je fais, c'est un prêt, alors je sais quoi faire. Il suffit de le rembourser et donc il ouvre la 8e bouteille. » Et l'eau de récupération est un objet très populaire qui récupère une petite quantité de santé. Cependant, le prota sait que cet objet a un effet secret et l'effet est que ton pouvoir magique est augmenté pour autant que tu en bois une grande quantité. Je suis sûr, même si quelqu'un boit 10 bouteilles, le pouvoir magique est augmenté très peu. Alors, il suffit de payer. La récupération n'est pas très efficace en termes de coût, mais Prota nous montre le privilège exceptionnel qu'il a, car s'il boit juste cette eau, avec l'aptitude et la vision d'Hermès, il n'a même pas besoin d'élixir, juste cette eau bon marché, car le privilège que lui a donné Hermès augmente drastiquement.
l'effet de toutes les potions de 500%, et ainsi le brave retourne à la mine, car lui, en tant qu'esclave, est obligé de faire ça. Et il est sûr d'une chose, c'est que, par l'exploitation minière, il ne gagnera pas beaucoup d'argent juste par des prêts, parce qu'il sait que les esclaves ne sont pas récompensés même si le travail est dur. Et ainsi passe le jour de façon évidente. Et dans son temps libre, avec la récupération que l'eau lui donne, il peut encore obtenir un peu plus votre corps en faisant divers exercices physiques. Puis, l'autre vous demande, vous qui regardez cette vidéo, que pensez-vous qu'il est en train de faire? Et tout à coup, la scène change et le capitaine des mineurs vient de recevoir une nouvelle très grave. Il dit quoi? Tu as entendu le cri de monstre dans la mine? Et l'autre, en face de lui, dit, oui monsieur. Moi, j'ai entendu. Alors, chef, contactez les groupes de chasseurs, car je vais les guider là où le cri a été entendu. Le Duracure de Prota sait que la seule façon de gagner de l'argent et payer ses dettes est de gagner de l'argent en chassant des monstres dans les donjons. Et on nous explique, et quelque temps plus tard, quelques guerriers approchent de cet endroit et on leur montre 3 guerriers avec le symbole du temple sur leurs vêtements. Et ils sont connus comme chasseurs, et tous sont des esclaves choisis pour leur puissance de combat et leur spécialisation dans la chasse, et ces chasseurs, affrontant le danger tous les jours en combattant les monstres, avaient des salaires plus élevés, et tous, à mesure qu'ils progressaient, gagnaient beaucoup plus d'argent comme incitation, et Prota, qui était le chef des guerriers, se demande pourquoi il a été choisi pour travailler dans les mines au lieu d'être chasseur, sachant qu'avant, il était un voyageur, c'est-à-dire une personne qui connaissait bien les monstres, et lui, avec ses bonnes aventures, se dit qu'il doit bien y avoir une raison à cela, et là, le vendeur dit « Hé, je te parle, cela fait une demi-heure que je te parle, mais on dirait que tu ne m'écoutes pas. » Alors l'autre dit « Hein, ce narrateur parle beaucoup trop vite, donc ralentis la vitesse, parce que 90% ou même plus aiment quand je parle à cette vitesse, donc contente-toi, vendeur, parle avec Prota, qui a déjà pris beaucoup de prêts. » Elle, avec un grand sourire, dit « Et si je te disais que tu peux obtenir un prêt en vendant tes organes? Et notre époque a besoin de sources d'organes bien frais, car ils ont besoin de faire plusieurs recherches, et tu n'as même pas besoin de vendre tous tes organes, on a juste besoin du cerveau, du cœur, des 2 poumons, des 2 reins, du foie, de l'estomac, du pancréas et de ta partie intime. » Et Prota, regardant cette sainte, dit même ça, et elle, faisant une tête d'ange, ressemblait à un petit démon, bien souriante pour lui. « Et alors d'accord, je vais prendre ce prêt, d'accord? Puisque je vais pouvoir garder mes 2 œufs. » Et la sainte dit juste le droit, parce que le gauche est dans le prêt aussi, c'est comme ça. Raginio le Coriace dit ainsi au sainte, montre-moi les papiers, laisse-moi voir. Et elle dit, je ne suis pas sainte, je suis juste une religieuse. Et le Coriace, signant ce prêt, lui dit, là, tu fais quelque chose pour moi, la semaine prochaine, tu peux prendre ces lunettes, d'accord? Cette semaine, ce n'est pas possible. Et une autre chose, sœur, si j'obtiens l'argent pour te payer, je n'ai pas besoin de te donner mes lunettes, n'est-ce pas? La nonne de l'enfer dit, bien sûr, avec certitude, que Dieu te bénisse, d'accord? Le temple ne fait rien de louche. Si tu arrives à avoir l'argent et à rembourser ton prêt, on ne prendra pas tes organes. Et le mec de la vente dit au Prota, mais t'es fou mec, tu vends tes organes, tous tes organes. Et le Prota répond, non, pas tous, je ne vends pas mes os ni mes œufs, le reste appartient au temple. Et le gars bourré de fric regarde le vendeur et dit, allez, l'argent que j'ai emprunté me permet d'acheter bien plus de 10 bouteilles. Alors, je veux dépenser tout cet argent en eau de récupération. Allez, apporte-moi tout ce que t'as. Et le vendeur lui parle. Alors, très bien, fais ce que tu veux, parce que c'est toi qui vas mourir. Et la sœur, qui ressemble plutôt à une fille du diable, devient tout sourire et dit, ah monsieur, vous êtes tellement fou, je veux dire, vous êtes un vrai homme. Et le vendeur, maintenant, il comprend, car l'autre client avait accepté, puisqu'il s'est vendu au laboratoire. Et elle est très surprise, car le Prota vient tout juste de mourir. Il vient juste de boire 22 bouteilles de récupération, et c'est énorme. Elle ne sait même pas où tout ça part. Et le Prota rigide pense qu'il a enfin atteint le point qu'il souhaitait, qu'il est enfin prêt, quand soudain, une personne frappe le sol avec une lance, attirant l'attention de tout le monde, et celui avec la lance dit au Prota, hé, c'est toi le guide, celui qui a été désigné pour nous guider. Et le Prota pense, waouh, c'est pas parfait. Je viens de me préparer, et voilà qu'ils arrivent. Et donc, il répond à celui avec la lance, oui, c'est bien moi. C'est moi qui vais vous guider. Et celui avec la lance dit, hé, je suis Goethe, je suis le chef de l'équipe de reconnaissance, et ceux-là derrière sont Dali et Marco. Et le Prota arrive déjà en se présentant et dit, bien que je n'ai pas de capacité de vision nocturne, je peux utiliser la capacité de détection de mana, et j'espère pouvoir aider votre équipe. Et on nous informe que l'aptitude pour voir dans l'obscurité s'appelle vision nocturne. Et l'autre capacité, celle de détection de mana, c'est quand une personne utilise sa capacité pour répandre sa mana sur une grande zone, amplifiant ainsi tous ses sens. Et on nous informe que si une personne veut entrer dans un donjon sans attirer trop l'attention, il est crucial d'avoir cette capacité pour ne pas alerter tous les monstres car ils ne vont faire qu'une incursion. Rien de plus car leur équipe n'agit que pour la reconnaissance et non pour l'action. On reste à penser, quelle bêtise j'ai faite. Si j'avais su que ce guide avait cette capacité, je n'aurais pas dépensé mon argent pour des potions de vision nocturne. Et donc, il regarde le Prota et dit, hé, si t'es prêt, on y va. Et celui avec la masse derrière dit, tiens, prends ça, porte ça pour nous, guide. Et celui avec la capuche devant, tout sourire, dit, incroyable, un minier qui utilise la mana, ça a l'air vraiment intéressant. Et il continue devant, parlant du Prota, pas pour lui lancer des fleurs, mais pour le rabaisser. Le guide minier, ça doit être sympa. T'imagines? Lui devant, réveiller toute l'équipe, et l'autre dit, oh Dari, tais-toi. Et ainsi, Rajim continue avec lui, portant tout son bazar, et le Prota, la brute, pense qu'il n'y en a qu'un seul parmi eux qui lui est familier, et les deux autres, il ne les connaît pas vraiment, car quand il a été transféré, pour devenir un chasseur, la première fois avant qu'il ne revienne, cela s'est produit environ 1 mois après qu'ils aient terminé ce donjon. Et le vaillant Prota regarde les 3 qui marchent devant lui. D'une certaine manière, il ne connaît qu'un d'entre eux, car les 2 autres sont morts dans ce donjon. Ainsi, Hajime le suit en souriant, car il a maintenant une bonne idée de comment il va utiliser ses chasseurs. Et le donjon est en hauteur, alors ils ont réussi à continuer à monter plusieurs marches. Et de là, Getz devant, un autre tourne vers l'arrière, puis le Prota et celui avec le marteau en dernier, grimpant une colline très haute et raide. Arrivé à la porte du donjon, il y a 3 personnes qui travaillent pour le temps. Et
il dit « Hé, c'est par ici, venez, nous sommes l'équipe d'attente, alors allons-y. Alors venez, montrez-moi vos bras. » Et là, le petit à capuche commence à attacher une ficelle bleue autour de chacun d'eux, et le dernier à qui il l'attache, c'est Prota, et maintenant, il va expliquer cette ficelle, et il dit « Oh, ça, ce n'est pas une ficelle, c'est un bracelet enchanté. Si quelque chose vous arrive dans le donjon, l'autre bracelet que j'ai se cassera, et je saurai quelque chose vous est arrivé, et si ça arrive, je demanderai des renforts à la base, d'accord? Alors, vous pouvez y aller tranquille. » Et là, le petit guilleret leur dit « Hé, voyage en sécurité, d'accord? Et une autre chose, je sais que vous êtes venus juste pour faire une reconnaissance, alors rentrez prudemment et faites bien attention à sortir de cet endroit en vie. » Et ainsi, les 4 andres, Prota avec le bélier devant, et les 3 autres avec des armes suivent juste derrière, car s'il y a un piège, c'est Prota qui tombera dedans. Et ainsi, il continue, s'enfonçant de plus en plus dans cette obscurité. Soudain, au milieu de cette immense obscurité, des lumières apparaissent, et une patte non humaine commence à marcher au milieu de cette lumière, et on nous montre des créatures qui ressemblent à des chiens bipèdes. Cependant, ils semblent être bien plus que cela, car en plus de tenir une torche, ils portent aussi des armes dans leurs mains, et ils continuent de patrouiller toute cette zone. Tout à coup, une pierre est lancée contre le mur, et le bruit de cette pierre attire l'attention des deux, et ils restent là à regarder cette pierre sans savoir pourquoi, mais je pense qu'ils ne sont pas intelligents, car juste derrière eux, 2 ombres apparaissent. Les deux sont tués très rapidement, et Guayete, qui est bien habitué à cela, tient la bouche de ses chiens pour qu'ils ne fassent pas de bruit pendant qu'ils sont tués, et il pense que le but principal de l'équipe de reconnaissance est juste de voir s'il y a un monstre là-bas et non de combattre, et donc il a juste besoin de recueillir des informations à l'intérieur du donjon et de les apporter à l'équipe principale. Et donc, avec beaucoup de facilité, ils éliminent ces 2 chiens bipèdes, et l'épéiste suit en souriant, semblant vraiment aimer cela. Cette équipe, après avoir rassemblé les informations adéquates, qui sont en accord avec les informations qu'ils ont transmises, se crée un groupe d'amis. Et ainsi, ils arrivent dans un carrefour, et Prota montre qu'il est très expérimenté et commence à dormir. Et ainsi, quand c'est fini, il dit « Par ici, j'en suis sûr, fais-moi confiance. » Et ainsi, ils partent dans la direction indiquée par le prodige, qui d'ailleurs semble être juste de la montée, et en arrivant là-haut, ils trouvent plusieurs chiens morts, et ce n'était pas lui, il semble qu'il y ait eu une grande bataille à cet endroit. Les perdants étaient des chiens. Quiet informe que de l'autre côté de la mine, il y avait un autre nid de ces chiens, morts, et les groupes de chasseurs A et B les ont tous massacrés, et ceux qui traînent par ici semblent être les derniers survivants de ce massacre. Bien sûr, le groupe de reconnaissance qui a opéré de l'autre côté comptait de nombreux chasseurs compétents en combat. Quiet commence à dessiner sa stratégie sur le sol, et dit « Allons-y Marco, on va rester ici. Moi et le guide, on va passer en tête. » Ensuite, Quiet les regarde tout sourire et dit « Pourquoi ne pas nettoyer cette mine nous-mêmes? » Ils deviennent tout ambitieux, car ils comprennent que s'il n'y a que ces chiens là-bas, ça va être facile à nettoyer. Quiet rappelle à son groupe qu'ils ont déjà nettoyé d'autres zones plus rurales que celle-ci. Les chiens étaient très faciles auparavant, et Darimer est très surpris. Il dit « Hein, tu veux nettoyer ce donjon? Tout ça? Passe pas de moi. » Et son compagnon dit « Le leader, mais notre rôle ici est juste de recueillir des informations à l'intérieur du donjon et de sortir. Alors, évitons de prendre des décisions dangereuses. Que vas-tu faire s'il y a des monstres encore plus forts que ces chiens à l'intérieur? Notre groupe n'est composé que de 3 personnes et je crois qu'on n'a pas de soigneurs. Et sur des faut pas se pas. Je pense que c'est difficile, et Gadi dit, non, on est 4, on peut facilement battre un donjon cobalt. Et le type encapuchonné dit, tu te moques de moi, on est seulement 3, et il y a ce déchet ici, qui est un mineur, un porteur, on ne peut rien faire avec cet inutile. Et celui avec la masse, je ne sais pas si c'est la mère ou Dali, je pense que c'est la mère. Mando calme l'autre et dit, d'accord. Liv, tu as un plan? Eh bien, après avoir entendu ton plan, je déciderai si je te soutiens ou non. Et Gedi commence à sourire, car certainement tout le monde adorera son plan, puis Gedi regarde Prota et dit, hey, sors ça du sac, montre-leur. Et Prota met la main dans le sac, et le sort, et le montre. Hihihi. Esprit mal tourné, il ne montre que les feuilles et les graines de noisettes, rien d'autre, d'accord? Gedi commence alors à expliquer son plan. Il dit qu'ils vont mélanger les feuilles et les graines de noisettes et les écraser ensemble, puis ils vont mélanger ça avec les phéromones de Big Sant. Big Sant est le nom des chiens. Ce mélange avec les phéromones va faire croire que c'est une femelle Big Sant en chaleur. Allez, c'est une blague, hein? C'est un coup bas d'attirer les bêtes avec une femelle, je trouve ça injuste. Mais personne ne s'en inquiète tant que ça marche. Prota commence à tout mélanger et l'odeur est incroyable. Et le pauvre petit Cobalt, qui était de garde depuis 1 mois sans manger personne, commence à sentir l'odeur de la femelle. Là, plus besoin de raisonner, car cette odeur parcourt des centaines de mètres et attire tous les Cobalts de la région à cause de l'odeur d'une femelle en chaleur, et un pauvre gars, sentant l'odeur de la femelle, devient fou. Un cobalt innocent, qui s'approchait naïvement, tombe dans ce piège lâche. Le trio observe depuis le haut plusieurs cobalts morts, attirés par l'odeur de la femelle. Goethe dit « Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. » Et le type encapuchonné dit « Le chef, je te respecte vraiment pour un coup pareil. Tu es très bon. » Et il répond « Comment ça, un coup pareil? Tu te moques de moi. » Rien non, chef. Laisse tomber. Continuons. Après ça, Marcos et Dali complimentent beaucoup Goethe et lui disent « Chef, comment saviez-vous tout cela? Hein? Apparemment, vous étiez préparé, non? » Et l'un d'eux dit « Ça fait longtemps que je chasse, mais je ne savais pas que c'était possible. » Et le type encapuchonné dit « Mettre un piège comme ça? » Et Goethe, tout souriant, parle avec eux. Ouais, c'est ça que vous appelez de l'expérience. Hein? J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et Prota, grand sourire, parce que c'est lui qui a dit à Goethe ce qu'il fallait faire. Prota explique qu'au cours de sa première vie, après avoir été transféré pour devenir chasseur, il a formé un groupe avec Goethe et ils ont travaillé ensemble pendant longtemps. Car Jimmy sait que Goethe a toujours voulu être approuvé par les autres, mais il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Maintenant, Prota nous explique à quel moment il a parlé à Goethe de ce plan. Ils étaient dans un coin, isolés, et Goethe a dit « Quoi? Tu veux nettoyer ce donjon? Comment ça? » Et Prota parle discrètement à Goethe sur ce qu'ils doivent faire. Et derrière, l'un est en train de pisser et l'autre
l'autre enlève sa botte pour laisser respirer son pied. Prota dit à Goethe qu'il est déjà venu dans cette grotte et l'a examiné lui-même, et oui, il est certain qu'il peut nettoyer cette grotte. C'est juste un donjon avec un petit groupe de kobolds restants, mais Goethe reste sceptique et dit « Quoi ? Tout seul? Tu es sûr de ça? Il n'y a que des kobolds ici dedans? » Et Reim dit que oui, parce que avant de venir dans leur groupe, il était chargé de reconnaissance pour Goethe, d'un autre groupe. Ainsi, Prota convainc Goethe en disant qu'il a appris à trouver tous les chemins et aussi à être discret. Et Goethe s'enthousiasme et parle à Prota. Alors, tu penses que si nous travaillons à 4, nous avons une chance de tous nous en sortir vivants? Et Bravo dit, bien sûr, mais la décision t'appartient. Tu es le leader, mais si tu veux, cette option est ouverte, car il n'y a pas de monstre puissant ici. Et Goethe est enchanté, car une telle opportunité serait un gâchis si une autre équipe la prenait. Il regarde alors le régime et pense que ce gars est vraiment utile. Goethe sait qu'il est très difficile de trouver le noisette, mais avec ce régime, non seulement il le trouve, mais il sait aussi comment en faire un piège pour le Skobold. De plus, ce guide est une bonne illustration de comment être un bon leader. Il sait très bien chasser les monstres. Et Goethe sourit légèrement, car il apprécie Prota, car Jimmy essaie de lui donner tout le crédit, faisant croire aux autres que ses idées viennent de lui. Ainsi, Goethe fait un geste amical, prend un couteau et le donne à Prota, mais il pense à parler à la ressource. Et ainsi, Prota devient un chasseur de plus pour son groupe. Et Jimmy, très poli, remercie pour la dague et est sûr que ses plans vont dans la bonne direction. Quant à Goethe, il mord à l'hameçon comme un bleu et pense que cette dague et rejoindre son équipe était exactement ce que Jimmy voulait. Goethe trouve cela regrettable, mais est fier des efforts de ce mineur. Cependant, il ne regrette pas. Que c'est très peu de demander à Prota de rejoindre son équipe juste pour une dungeon de kobold. Anne est ingrate. Voyez alors qu'ainsi il progresse dans le donjon, en tuant un avec le bold ici ou de l'autre côté. Il place un autre kobold là-bas et continue de nettoyer le donjon. Et ainsi, Wyatt, retirant sa lance dans le dernier kobold qu'ils ont rencontré, dit à toute son équipe que cette zone est complètement dégagée car ils ont éliminé presque tous les kobolds. Et grâce à la tactique de Prota, ça n'a jamais été aussi facile de nettoyer un donjon. Et ainsi, Wyatt retire une autre pierre magique de basse qualité du corps d'un kobold. Et Damaretta là derrière, après avoir écrasé son cobalt, dit que c'est en mode facile, vraiment simple, de tout nettoyer. Et là, Rajim sort d'un autre tunnel et dit « Hé, ce tunnel-là est propre, il n'y a pas de cobalt ici. » Et le chef d'équipe dit « D'accord, donc il nous reste juste celui-là. Allez, on y va. » Et à ce moment, l'homme encapuchonné se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange dans le dernier tunnel. Et il dit « Les gens, il y a quelque chose de bizarre ici. » Attirant l'attention de tous, et en voyant ça, il se rend compte que ce sont des os, mais d'animaux, qui a tué ces créatures. Ça ressemble à une bête sauvage, car beaucoup d'os sont intacts, comme si les créatures avaient été avalées entières. Et il réalise que quelque chose mange les cobaltes avec un liquide étrange. Et soudain, une main gigantesque se dirige vers lui, et il n'a même pas eu le temps de s'échapper, et il a été attrapé par cette main géante, qui est tellement étrange, car en plus d'être énorme, elle est très forte. Et elle élargit encore plus ce trou, où l'encapuchonné se tenait à l'entrée, et il a été complètement dominé, laissant même tomber son épée, et enfin, Goethe demande qui est qui, et appelle Dali. Alors Dali, c'est l'encapuchonné. Mais c'est déjà trop tard, Dali a déjà été pris, mais la créature qu'il a pris est bien plus forte que lui. Dali, l'encapuchonné, et l'encapuchonné, mais c'est déjà trop tard. Dali et l'encapuchonné, mais c'est déjà trop tard. Et pire encore, la créature est si grande que seule sa main est sortie de ce trou. On ne peut même pas savoir ce qu'il cache là-dedans. Et ainsi, il défie ce monstre et dit « Regarde, mon bouclier. Il est très puissant, c'est un bouclier de mana, et il peut bloquer même un chef, sale bête. Peux-tu briser ça ?» Et le monstre, sans répondre, lui a donné un coup de queue, l'envoyant en arrière à une vitesse folle. Et Mark, lâchant du ketchup par la bouche, se demande qu'est-ce que c'était. Cela a brisé son bouclier instantanément, mais ça n'a pas seulement brisé son bouclier, ça a cassé 2 mains, 2 pieds, la clavicule, perforé le poumon, et dans la chute, tout est devenu en morceaux. Il a presque perdu la rotule. Pendant ce temps, le chef Goethe court pour l'aider, mais Goethe reconnaît cette queue et se demande « Ça ne peut pas être. Est-ce la terreur devant nous ?» Et celui avec la grosse queue, sans réfléchir, oriente le coup de queue vers Goethe, et à ce moment, il pense. Et Mark n'a même pas le temps de bouger, il voit juste du sang jaillir, alors que Goethe hurle de douleur. La scène change, dehors dans le donjon. Il y a paix et tranquillité, tout est calme. Et le mage, en regardant les bracelets sur le groupe, se remémore. Il dit « Quoi? Que se passe-t-il » Les bracelets, qui étaient connectés à la magie, éclatent 3 à la fois, et cela signifie que 3 personnes du groupe sont en grave danger. Et il se demande ce qui se passe là-dedans, car 3 personnes ont été touchées en même temps. La scène change, c'est un gaspillage, beaucoup de ketchup tombe au sol, et nous voyons que c'est de Goethe, car cette bête, avec un seul coup de queue, a ouvert plusieurs blessures sur son corps, et a aussi cassé son bras, et il est là, hurlant et agonisant de douleur. Cependant, il n'est pas mort, et il regarde devant lui et voit pourquoi il n'est pas mort avec ce coup. Le protagoniste, le régisseur, le bravoure, s'est interposé et a pris la majorité de ce coup, lui sauvant ainsi la vie. Et il nous est montré que le protagoniste a utilisé un privilège, la capacité, la volonté de faire, dont je vous ai déjà parlé. Cependant, il regarde son bras et voit que ce choc a été si fort qu'il a presque cassé son bras, et il se demande comment même la volonté de faire n'a pas pu bloquer tous ces dégâts. Alors, d'après ce qui s'est passé, le héros sait que cette créature n'est qu'un bébé, elle doit avoir 1 an à peine. Et là, le petit bout attrape sa queue et commence à s'approcher de Mar, qui est inconsciente, mais encore en vie. Juste après, il soulève Mar et la rapproche de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Et ensuite, on nous montre une créature gigantesque. Il est très fort avec 8 yeux et il pense qu'il va en faire son goûter, mais le héros le regarde très sérieusement, car il ne peut pas se permettre de perdre. Rajim sait que cette bête est un prédateur et qu'elle est extrêmement dangereuse. Il change le frein à main. Il utilise un œil de son corps pour que l'espèce là-bas, debout, pense qu'ils sont de la même espèce, et donc ne détecte pas sa présence.
réponse. Heureusement pour le héros, cette bête n'est qu'un bébé, donc ce n'est pas un prédateur. Alors, il ne va pas entrer en furie, et Hajime ne veut pas mourir ici. Il se baisse, attrape la lance d'Iguayete et dit « Hé, prête-moi ça un peu, je vais te la rendre. » Et Iguayete, allongé par terre tout amoché, dit « Hé mec, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Hé héros, fais tourner ce bâton. » Et dis-lui « Hé, juste observe, ça va être cool. » Et très stylé, il prend une pause qui indique qu'il est prêt au combat, et Iguayete réalise que ce gars sait manier une lance. « Hé héros, regarde-le, regarde-le, regarde. » Il commence à sourire, car maintenant, il est un peu échauffé, le jeu va commencer, il commence à évoquer quelque chose, et dit à la créature « Hé, monstre moche, je vais exaucer ton dernier souhait, comment veux-tu mourir? » Et ainsi, le combat commence. Le héros invoque le troisième privilège, et qu'est-ce que c'est ce privilège 3? C'est la clé d'argent, et la description dit que c'est la clé de la salle d'un château oublié, alors souvenez-vous toujours de ça, une salle d'un château oublié, mais elle est aussi connue comme un coffre dimensionnel, ou sac dimensionnel, ou poche dimensionnelle, en d'autres mots, c'est un artefact de sous-espace, et de là, le héros prend deux choses, et joue au paraguayen, et quand il voit ce qui est tombé devant lui, il frissonne. Il voit clairement ce que c'est une plante d'âme draconique et un tissu, et on nous explique que cette plante est un tissu. Cette plante est un tonique naturel qui a la capacité de calmer quelqu'un, alors c'est essentiellement un sédatif, et le bandage sert à panser ses blessures. Juste après, le costaud lui dit « Eh, reste en retrait » et commence à enlever une partie du bandage qu'il a à la main, puis il prend ce bandage et attache la lance à ses mains pour ne pas qu'elle glisse, car il sait que la bataille à venir sera féroce. Et il dit à nouveau à Guti « Eh, reste en retrait, car c'est ton tour maintenant. » Maintenant, le combat va être sérieux, il prend sa position de combat, et Guti dit « Hein, quoi? C'est toi qui vas te battre? Mais tu ne sais même pas te battre, et mineur fou, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es même pas un combattant, Guti doit être aveugle, hein? Parce que le coup qui lui a cassé le bras n'a rien fait au héros, et Guti, qui a déjà un bandage sur ses blessures, se dit qu'il ne peut pas mourir comme ça, de manière embarrassante, défendu par un mineur. Cependant, à cet instant, un boss utilise une compétence, et tout dans cette zone est couvert par la compétence de la bête, il pousse un cri très fort et extrêmement effrayant, et le héros ainsi que Guti sont touchés par cette compétence, et Guti tombe par terre, pétrifié de peur, car cette compétence provoque la pire des peurs, la peur paralysante, c'est celle qui vous empêche de bouger, vous laisse immobile, sans aucune réaction, car il existe plusieurs types de peur. La peur qui vous fait courir, la peur qui vous fait évanouir, et la pire de toutes, la peur paralysante. Et ainsi, pétrifié de peur, Oued se souvient très bien de l'histoire que son ancien lui a racontée. Alors, préparez-vous pour l'histoire. Il était une fois, il y a longtemps, dans le village de cet ancien, tout était calme. On était heureux quand soudain un monstre gigantesque est apparu, et ce monstre était l'ancien. Il était très fort, et il tuait tout ce qui se trouvait devant lui, toutes les personnes qu'il voyait combattre, et toutes les personnes qui fuyaient devant lui, il les tuait facilement. Et c'était un prédateur qui attaquait. Et le pire de tout, c'était lui. Et le pire de tout, c'était un prédateur adulte. Une machine à tuer parfaite. Cette bête a commencé à dévorer tout le monde, et personne là-bas ne pouvait l'affronter. Et le pire de tout, cette bête, qui est le prédateur, a utilisé sa capacité de peur, une peur paralysante, et tout le monde était figé par la peur, incapable de bouger. Et le pire de tout, tous les muscles, sans exception, étaient paralysés. Sauf le muscle du cœur, bien sûr, parce qu'il doit battre. Et les gens n'avaient qu'un seul choix, rester là et regarder ce qui se passait. Et le monstre a commencé à grignoter, et les gens, incapables de bouger, se faisaient dévorer un par un et ne pouvaient rien faire. Absolument rien. Ils ne pouvaient qu'attendre leur tour d'être dévorés. Et là se trouve Goethe, assis par terre, paralysé par la peur, attendant son tour d'être dévoré. Sauf que devant lui, il se passe quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il ne peut même pas cligner des yeux, tellement il a peur. Cependant, cela ne s'arrête pas. Devant lui, ce bruit continue. Il n'ouvre pas ses yeux, car c'est presque impossible. Le prota manie la lance comme personne ne l'a jamais fait auparavant. De plus, il n'est pas paralysé par la peur, on nous montre que le prota est dans un combat acharné. Et il sait qu'il ne peut pas arrêter de bouger, car s'il s'arrête, il devient une proie, et le prédateur lui saute dessus pour l'écraser avec sa patte. Cependant, le prota, très habile en combat, baisse la tête, la patte passe, et il continue son avancée vers le monstre. Et ainsi, le prota, préparé par Batman, montre qu'il est prêt. Il montre pourquoi il n'a pas été paralysé par la peur. Il a pris deux choses de la clé argentée, le bandage donné à la goétique et la plante de la darconique. Et avant que la bête ne crie, il avait déjà commencé à manger cette plante, qui est un calmant, et c'est pourquoi il n'est pas en état de peur. Et mieux, le privilège 2, qui est la vision d'Hermès, augmente l'effet de toutes les potions de 500%, alors il est pratiquement immunisé contre la peur. Et ainsi, le prota. Le prota, avec la préparation de Batman, charge le prédateur. Eh bien, pas dessus, mais sous le prédateur. Il est maintenant en dessous du prédateur. Je ne sais pas s'il vérifie si la bête est une femelle ou pas, mais il est en dessous. Il attrape le ventre de la bête. Le prota reste très serein. Mais un gars qui est préparé est préparé. Il utilise sa clé et sort un pot vert de là. Car pour tuer un jeune prédateur, c'est certainement suffisant. Et ainsi, il imprègne sa lance avec une recette d'un vieil ami, le gars qui était une bête. Le gars qui était connu comme le roi des poisons, Fa. Il avait 72 types de poisons, et c'est le poison numéro 68, Burial. Alors, l'histoire continue, le Brota se souvient de l'avant son retour, avant la chute du monde, il demande à Fad, « T'es sûr que tu vas me donner ça? Toutes tes recettes de poison. Je sais que tu as passé ta vie entière à faire ça, et à développer chaque formule. » Et Fad commence à rire, et dit, « C'est tout cuit, impossible de le dire. » Et Brota, en luttant contre ce bébé très mignon, pense aux formules du maître du poison, sachant que Buriel est extrêmement mortel. Alors, il cherche Brota. Une ouverture pour atteindre ce boss avec le poison. Après beaucoup d'esquives et de détours, Rajim voit enfin une ouverture et
s'avance avec sa lance empoisonnée contre ce terrible prédateur. Et là, il se souvient de Fad, lui disant « Je ne vais rien te demander de plus, la seule chose que je veux, c'est que tu utilises bien ce poison et que tu détruises tout sur ton chemin avec. En faisant cela, tu m'honoreras. » Alors, Prota enfonce cette lance pleine de poison sur la créature, car finalement, il a réussi à l'empoisonner. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne veut pas juste empoisonner, il veut aussi trancher et tirer sa lance, créant une grande déchirure dans ce prédateur. Et ce petit bébé très mignon hurle de douleur, car pour la première fois de sa vie, il a été déchiré. Elle est derrière lui. Et le prédateur ne s'arrête pas, il continue d'attaquer Prota, sachant que c'est l'un des poisons les plus mortels qu'il possède, donc ce prédateur n'a que 3 minutes maximum de vie. Cependant, Prota sait que cette bête est bien plus rapide que lui, donc tout ce qu'il a à faire est de rester vivant jusqu'à ce que le temps soit écoulé, et ainsi, ça se termine. Il fait un saut et esquive ce coup mortel, que le boss essaie de lui donner, et immédiatement, ensuite, il contre-attaque la patte du boss, qui est proche de lui, et lui donne du poison. C'est le festival du poison. Mais ça a marché, hein? La bête est connue comme un prédateur pour une raison, c'est une machine à tuer, et elle s'avance vers Prota avec sa queue, le frappant si fort qu'il vole à toute vitesse, heureusement pour Prota, qu'il y avait un tas de roches derrière lui pour amortir sa chute. Tu sais, n'est-ce pas? Si tu tombes sur les roches, ça amortit. Le frappant si fort qu'il vole à toute vitesse, et le frappant... Je ne sais pas pourquoi ils ont ouvert le groupe A4. Ils m'ont piégé, mais je n'ai pas arrêté d'être piégé. Je me suis approché d'eux et j'ai dit « Alors, vous m'expliquez un truc? Que se passe-t-il si on retire la goupille de la grenade comme ça? » Bien sûr, nous étions dans une pièce, n'est-ce pas? Fermée. Ils n'ont même pas eu le temps de m'insulter. Tout s'est passé. Il pense que cette bestiole a au maximum 12 minutes. Mais après que la bestiole ait commencé à vomir du barbecue, le Prota se dit « 12 minutes? Je doute. Tout au plus 1 minute de vie, mais le Prota ne veut pas perdre contre le poison. Il tient sa lance dans sa main et se prépare encore une fois à attaquer le boss. Alors, il fonce vers le prédateur, mais il sait une chose. Avec ses compétences actuelles, il est très difficile de dépasser la vitesse du prédateur. Alors, allons l'empoisonner en entier, pour faire mourir cette bête le plus vite possible. Et ainsi, le découpage continue, et le Prota parvient une fois de plus à empoisonner le boss. À un autre moment, il pense qu'il ne reste plus qu'à donner le coup final, mais quand il regarde sur le côté, la queue de la bête arrive à toute vitesse pour le toucher. Mais cette fois, c'est différent, car les effets du poison agissent déjà sur le boss, et il est beaucoup moins fort. Et ainsi, le Prota meurt. Le Prota attrape sa queue, le prédateur ressent une douleur atroce, mais avant cela, il veut grignoter un morceau. Cependant, le Prota tient sa queue, et ce n'est pas le prédateur qui attrape le Prota. Et il est là, accroché à la queue du prédateur, et pense mentalement qu'il doit juste s'approcher un peu plus, juste un peu plus, encore un peu. Et ainsi, quand Hajime arrive au bon endroit, il lâche le prédateur et tombe dessus. Et la scène est magnifique à voir, car le Prota tombe de tout son poids sur la tête de cet immense prédateur, et ainsi, il pousse son cri de guerre, et se prépare à donner son coup final, et le prédateur avec ses 8 yeux, j'ai dit 8 yeux, regarde vers le haut et voit que le E2 approche. Mais il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, et l'un de ses nombreux yeux est perforé par la lance du Prota, et là, le gars hurle de douleur, car il vient de perdre un œil. D'une manière très violente, il a été transpercé avec une lance empoisonnée, mais le gars ne se rend pas, il passe une de ses pattes au-dessus de sa tête, et il manque presque de toucher le Prota. S'il ne s'était pas baissé rapidement, il aurait été décapité, mais la lance a été complètement brisée. Mais si Ricardo Hajime Cards montre qu'il est costaud et attrape le morceau de lance volant dans l'air, et il continue d'attaquer le boss, et encore une fois, il dit « prendre ça » et transperce le deuxième œil de la bête, mais il ne s'arrête pas là, car la bête a 8 yeux, et il n'en a transpercé que 2, et il attrape la dague qui est dans son dos pour continuer la bataille, et là, sur la tête de la bête, il dit « prends encore ça » et plante son poignard dans le troisième œil de la bête, mais tout cela se passe en 1 seconde, car tout va très vite, et le prédateur ne va pas rester immobile, ayant quelqu'un sur sa tête, il commence à se secouer dans tous les sens, frappant avec sa queue, brisant tout sur son passage, même des morceaux de béton, peut-on l'imaginer? Le costaud pense qu'il revient 10 ans en arrière, mais grâce à l'eau de récupération, son corps est bien plus fort que celui de ce prédateur. Et après avoir consommé tant de bouteilles de cette eau, avec le privilège de la vision d'Hermès, il a pratiquement multiplié son absorption par 5, et ainsi, le pouvoir magique qu'il a est plus que suffisant pour percer le crâne de ce prédateur. Et ainsi, le costaud lève son poing, car maintenant, il va utiliser son pouvoir magique, et la technique qu'il va employer est très simple. Elle s'appelle décharge de pouvoir magique, et ainsi, la boîte à balles va s'ouvrir. Alors, la boîte à balles s'ouvre, mais s'échappe avec une balle, et produit une décharge de pouvoir magique qui traverse tout le crâne du prédateur, le tuant instantanément, et c'était si fort que cela a écrasé les couches inférieures, et ainsi, la poussière commence à retomber, et une ombre apparaît au milieu de cette poussière, et Goethe, qui n'est plus paralysé par la peur, commence à sourire à la scène qu'il voit, car il avait pensé que le Proto voulait être un chasseur, et voilà, a donné une dague comme incitation, et pensait que Proto mendiait une place dans son équipe. Cependant, ce fut un énorme malentendu, car ce type, Rajin, bien qu'il ne m'ait pas encore convaincu, sa valeur serait rapidement reconnue, et il progressera certainement en tant que chasseur. Ainsi, Goethe regarde devant lui et voit la silhouette de Proto, et il sait que maintenant, Rajin est juste un simple mineur qui n'a même pas le droit d'entrer dans un donjon. Goethe regarde donc Proto et dit qu'il a besoin d'un ticket pour être responsable de Proto, car il le veut dans son équipe. Proto écrase, qui est le patron, et dit « Goethe, il faut qu'on ait une petite discussion. »